majorité des actions que je fais aujourd'hui dans mon quotidien, dans le MLM, je n'aime pas la majorité des actions que je fais. Mais je suis prêt à faire ce que j'aime pas pour avoir ce que j'aime. Et pour moi aujourd'hui, si certaines personnes n'atteignent pas leurs objectifs, c'est tout simplement parce que le niveau d'importance, le niveau d'urgence qu'ils mettent dessus, il est tout simplement pas assez élevé. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à ces personnes-là pour aujourd'hui qu'ils puissent passer de 5-10 personnes dans leur réseau à 50-100 personnes dans leur réseau? Moi déjà, un partenaire il me dit j'ai pas le temps, je dis ah ok t'as pas le temps, pas de souci, je peux comprendre. Partage-moi ton écran juste rapidement comme ça, tu peux aller dans les réglages, tu peux me montrer ton temps d'écran, 5 heures doit à tous les jeunes, hein. Tous les jeunes c'est 5 heures par jour, j'ai pas le temps mais 5 heures de temps d'écran par jour. Donc non, le problème il vient pas de j'ai pas le temps, c'est t'arrives pas à optimiser ton temps. Parce que si aujourd'hui vous êtes dans une position dans votre compagnie marketing de réseau, vous êtes en stagnation, mais dites-vous que souvent c'est parce que vous avez arrêté de faire les actions qui vous ont permis de pouvoir en arriver là. Je me permets de faire cette pause sur cette vidéo YouTube pour te partager aujourd'hui que si tu fais partie des distributeurs qui aiment pouvoir gagner en formation, qui aiment aujourd'hui pouvoir découvrir des méthodologies qui sont différentes, avoir des manières de penser différentes, et c'est super important du coup à prendre en compte, j'ai créé justement la plus grosse communauté de formation en francophonie 100% gratuite, qui est une communauté sur Skool où tu vas pouvoir avoir accès à des lives, à des formations, à des outils que tu vas pouvoir utiliser dans ton marketing de réseau. Donc si tu souhaites rejoindre cette fameuse communauté, tu vas avoir le lien dans la description et pouvoir du coup intégrer la fameuse communauté Skool MLM 2.0. On se retrouve du coup à l'intérieur. Let's go. On se retrouve ici dans cet nouvel épisode du Liberty Talk qui va être juste littéralement incroyable parce que j'ai un invité très spécial aujourd'hui qui est Zachary. C'est une personne qui a pu bâtir des équipes avec plus de 1100 personnes actives dans son réseau et pas à 40 ans ou 50 ans à l'âge de seulement 22 ans. Et vous allez voir que tous les conseils qu'il va vous partager à travers ce podcast vont être littéralement très précieux. On va vous parler de leadership, de vision, de aussi comment bâtir en présentiel parce qu'il a fait des choses extraordinaires en présentiel avec des amphithéâtres, etc., que vous allez pouvoir du coup découvrir à travers ce podcast. Et du coup, j'ai l'honneur de pouvoir avoir Zachary en live avec moi sur ce podcast. Merci en tout cas pour ta venue. Merci en tout cas pour toute la valeur que tu as partagée à travers ce podcast, pour toutes les personnes qui vont pouvoir en tout cas te voir et te regarder. Merci en tout cas d'être là, Zachary. Yes, salut Jonathan, bah écoute, merci à toi pour l'invitation et pour cette belle introduction. Let's go. Et là, du coup, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, même si tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te connaître à travers tout le réseau que tu as pu bâtir, etc., est-ce que tu peux partager là, qui est-ce que tu es, les résultats que tu as pu avoir dans le marketing de réseau pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui puissent se rendre compte un petit peu du délire qu'ils ont en face d'eux aujourd'hui? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors du coup, moi, c'est Zach, j'ai 22 ans. Ça fait maintenant 3 ans que je suis dans l'industrie du marketing de réseau, 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, on va dire, de manière générale. Ça n'a pas toujours été le cas parce que, étant plus jeune, en fait, j'associais la réussite à un diplôme. En fait, j'ai été conditionné par mon entourage, que ce soit mes parents ou mes amis autour de moi. Et en fait, pour moi, la réussite, c'était vraiment aller chercher un maximum d'études. Et donc, j'ai fait un bac+3 en gestion des entreprises, vraiment dans l'objectif, on va dire, d'apprendre à créer et gérer ma propre entreprise. Et rapidement, en fait, je me suis rendu compte que le système scolaire allait plutôt me former à travailler pour une entreprise plutôt qu'à créer la mienne. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça, tout simplement, j'ai commencé à m'intéresser à des solutions, à l'entrepreneuriat de manière générale. Et aujourd'hui, avec notre génération, c'est vrai que c'est souvent synonyme de business en ligne. Et du coup, j'ai commencé vraiment, on va dire, début 2022. J'ai commencé avec de l'achat-revente. J'ai fait ça pendant plus d'1 an. Ça m'a permis de débloquer certaines croyances limitantes que j'avais. Je me suis rendu compte qu'avec un téléphone portable, on pouvait générer de l'argent, même si c'était quelques centaines d'euros. Et fin 2022, j'aspirais à beaucoup plus. J'avais envie d'un business beaucoup plus long terme, un business aussi bien sûr éthique et légal pour que ça puisse correspondre à mes valeurs, à mes convictions religieuses, à mon éducation, et aussi un business avec un accompagnement, parce que pour moi aujourd'hui, il n'y a rien de plus puissant en fait que vraiment la possibilité d'être accompagné par des gens qui ont déjà les résultats que nous on a envie d'aller chercher. Et c'est vrai que fin 2022, on m'a présenté plein de business avec lesquels j'ai pas forcément adhéré parce qu'à chaque fois il manquait l'un de ces points, mais quand j'ai découvert l'industrie du marketing de réseau, je me suis rendu compte que le côté éthique y était, en fonction bien sûr des sociétés, que le côté accompagnement y était aussi, parce qu'on peut être accompagné vraiment par des leaders qui ont les positions, les résultats, la vie, le lifestyle qu'on a envie d'aller chercher. Et pour tous ces points-là, j'ai décidé de démarrer fin 2022. Je suis allé chercher du résultat, on va dire, assez rapidement, mais pas des gros résultats. Au début, c'était vraiment des compléments, 200 € par mois, 1000 € par mois, 2000 € par mois au bout de quelques mois dans l'industrie. À ce moment-là, j'étais encore étudiant, j'étais en alternance. Pendant 1 an et demi, j'ai développé à côté de mes études et de mon travail, et à côté d'activités sportives, etc. Et au bout d'1 an et demi, du coup, j'ai commencé à générer mes premiers 5000 € par mois, ce qui m'a permis pour la première fois de ma vie d'avoir le choix de soit continuer en master, parce que je venais d'avoir mon bac+3, soit trouver un travail à côté du business,
business, soit commencer à vivre du business. Et du coup, j'ai décidé de commencer à goûter, on va dire, à la liberté géographique et temporelle et me concentrer à 100% sur le business, ce qui m'a permis, du coup, sur la fin d'année 2024, de toucher mon premier revenu à 10K dans le MLM. Voilà un peu mon parcours et ma présentation. Incroyable. Et là d'ailleurs, toi, quand tu as démarré l'industrie du marketing de réseau, tu étais aux études. Là, j'imagine qu'il y a sûrement plein d'étudiants qui vont voir évidemment cette vidéo. Et c'est vrai que c'est pas ça, parce que du coup, les études, et surtout quand on est en train de faire un master, etc., c'est beaucoup d'heures, c'est le travail, c'est les cours, c'est le après-cours, etc., etc. Est-ce que toi, tu as des choses que tu as mises en place à ce moment-là pour pouvoir vraiment pouvoir cumuler les deux? Parce que là, les cours, ça prend quand même plus qu'un job à temps plein en réalité pour pouvoir aller chercher les résultats que tu as pu avoir, en tout cas à ton démarrage avant de faire ce fameux choix. Est-ce que tu as des choses que tu as mis en place à ton côté, plus d'un point de vue productivité ou que sais-je? Alors, je peux faire part peut-être de l'organisation, entre guillemets, que j'avais durant cette période de plus d'un an et demi. Ça peut paraître un peu bateau, mais pour moi, tout passe par l'organisation que vous allez implémenter dans votre quotidien et l'optimisation, entre parenthèses, du temps que vous allez avoir à votre disposition. Parce qu'aujourd'hui, on a tous 24 heures dans une journée, que ce soit Elon Musk ou que ce soit vous derrière votre écran. Vous avez aussi 24 heures. Maintenant, le but, ça va être vraiment de l'optimiser de la meilleure des manières. Moi, du coup, il faut savoir que je me réveillais, il était à peu près 6 heures. J'avais mon bus à 6h30, 30 minutes de préparation, ça, on va dire, non, pour un homme, c'est suffisant. Donc ça m'allait. Je me préparais pendant 30 minutes et après, j'avais 1h30 de transport. Donc je prenais bus, tram, train. Bon, j'avais presque toute la collection, hein, vraiment. Et pendant déjà ces 1h30 de trajet, j'en profitais vraiment pour être productif. Donc, je faisais vraiment de la phase 1, attraction, prospection, montage de mes vidéos, par exemple, sur TikTok, sur Instagram, création de mes stories, réponse aux prospects, réponse aux équipes. Vraiment, pendant 1h30, j'en profitais pour optimiser le temps et être en fait plus productif et prendre de l'avance sur les gens qui n'étaient pas encore réveillés ou qui n'avaient pas l'envie, on va dire, dès le matin de commencer à être productif. Ensuite, de 8h à midi, c'était les cours ou le travail. La pause du midi, bon, j'en profitais pour manger. Je finissais les cours ou le travail à 17h. De nouveau, 1h30 de trajet. Donc pareil, pendant ces 1h30 de trajet, rebelote, hein, j'en profite pour répondre aux prospects, appeler les premiers leaders que j'étais en train de commencer à former, etc. Et être productif de manière générale. Ensuite, de 19h à 20h, quand je rentrais chez moi, j'en profitais vraiment pour faire, on va dire, les devoirs, parce que du coup, il fallait quand même que j'assure des résultats scolaires, surtout que quand j'ai démarré le marketing de réseau, j'étais dans le rush pour faire en même temps un major de promo, parce que pour moi, c'était... En fait, j'ai un ego, entre guillemets, qui me pousse toujours à donner le meilleur de moi et je voulais vraiment aller chercher cette première place en cours. Et du coup, il fallait quand même que je bosse un minimum sur mes cours. Donc de 19h à 20h, j'étais sur la partie études. Et ensuite, de 20h à minuit, j'étais vraiment dans de la production. Et pour moi, vraiment jusqu'aux 5 000 € par mois, il faut être en 80-20. Ce que j'entends par le 80-20, c'est 80% de production et 20% de phase 2, phase 3, donc plus orienté sur l'accompagnement. Et c'est cette gestion au niveau de mon temps et l'optimisation du coup de la production qui m'a permis vraiment d'aller chercher du résultat et faire croître, on va dire, mon équipe. Ouais, c'est super intéressant parce que là, du coup, tu partages là, par rapport à la loi de Pareto 80-20. Et en fait, là, et en fait, il y a un truc qui est cool par rapport à ce que tu partages, c'est qu'on n'a pas le temps, on est obligé, si on veut avoir du résultat, de se focus sur évidemment les 80% des actions qui amènent du résultat. Et la plupart des gens font le contraire. Parce que là, justement, tu peux partager, pour les personnes qui ne connaissent pas ça, la loi de Pareto 80-20, quelles sont les actions à prioriser, quelles sont les actions au final, on va passer un petit peu moins de temps, etc. Est-ce que tu peux justement faire un petit, une petite explication par rapport à ça? Ouais, bien sûr. En fait, pour moi, aujourd'hui, alors c'est vraiment ce que là, je vais vous parler comme si je parlais à mes futurs leaders, etc. C'est vraiment ce que je partage à mon réseau de manière générale. Mais pour moi, vraiment de nos rangs, entre parenthèses, zéro position jusqu'à la position des 5K, 80% de votre temps doit être sur de la production. Ce que j'entends sur la production, c'est une action concrète qui va vous permettre d'avoir un nouveau client personnel ou un nouveau client d'équipe. C'est-à-dire de la prospection, de l'attraction, du ciblage directement sur les réseaux sociaux, de la création de stories, de la création de contenu, des présentations d'activités personnelles, des présentations d'activités collectives ou pour les membres de votre réseau, des closings personnels, closing d'équipe, mais vraiment une action concrète qui va vous permettre d'acquérir un nouveau client personnel ou d'équipe. Et les 20%, pour moi, ça va plus constituer de la phase 2 et de la phase 3, ce que j'entends par phase 2, phase 3 au sein du MLM. La phase 2, ça va être l'accompagnement des nouveaux membres et la phase 3, ça va être l'accompagnement de vos piliers, de vos as, de vos leaders. Donc moi, j'ai toujours Exact. plus ou moins réparti mon temps de cette manière-là, vraiment des 0 jusqu'au 5K.
Et c'est super intéressant, les amis, ce que Zachary partage, parce que si aujourd'hui vous êtes dans une position dans votre compagnie de marketing de réseau, vous êtes en stagnation, bon, même si la stagnation n'existe pas, c'est soit vous êtes en phase croissante qui arrive ou en phase décroissante qui arrive, mais dites-vous que souvent c'est parce que vous avez arrêté de faire les actions qui vous ont permis de pouvoir en arriver là et que vous êtes justement plus dans cette phase d'actions, dans les 80% des actions qui vous amènent vraiment à avoir du résultat. Et que si là vous faites une feuille où vous mettez une ligne et que vous mettez toutes les actions que vous faites et le temps que vous passez beaucoup plus de temps au final sur les actions qui ne vous amènent pas des résultats de manière directe comme Zachary le partageait. Et je trouve ça en tout cas super intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si tu veux faire un point là, par rapport à ça, Zachary, par rapport à ce que je viens de partager là, mais en tout cas, ça me fait vraiment du sens que la plupart des gens aujourd'hui, peut-être que tu as peut-être pu constater ça dans ton réseau aussi, peut-être avec certaines personnes qui, justement, quand ils ont un peu moins de résultats ou quand ils ont une petite courbe de décroissance ou etc., c'est parce qu'ils arrêtent justement d'être dans ces fameuses actions-là. Je sais pas si tu veux. Je suis 100% aligné parce que on dit souvent que le succès dans le marketing de réseau se crée en fait dans la répétition. Et ça, les gens, ils ont du mal à l'inculquer vraiment dans leur mindset, à se dire ok, bah, peut-être qu'il va falloir que des présentations, j'en fasse 10 avant de faire mon premier démarrage. Peut-être qu'il va falloir que j'en fasse 20. Peut-être qu'il va falloir que je poste 2 fois plus de TikTok, 3 fois plus de TikTok. Mais pour moi, au début, en tout cas, par rapport à moi vraiment et aux personnes que j'ai accompagnées, ça a été vraiment la quantité et la répétition qui a primé et qui nous a permis d'aller chercher du résultat. Et je vous dirais une chose, et c'est peut-être pas bien pour les personnes de mon réseau qui vont voir ça, mais la majorité des actions que je fais aujourd'hui dans mon quotidien, dans le MLM, je n'aime pas la majorité des actions que je fais. Mais je suis prêt à faire ce que j'aime pas pour avoir ce que j'aime. Et pour moi, ce que je n'aime pas, par exemple, la prospection, l'attraction, la création de contenu, même les présentations, j'en ai fait 3000 dans ma vie, des présentations, les bons démarrages, voilà, des personnes voilà, qu'on accompagne dans les premiers pas. Pareil, j'en ai fait combien des appels comme ça, 3000, 4000. C'est des choses que j'aime pas forcément faire, mais je me force à les faire parce que j'ai conscience que c'est la répétition qui va créer le succès et qui va me permettre d'avoir ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est voir les personnes de mon réseau réussir, les événements en présentiel, pouvoir faire des cohésions en Espagne, au Maroc, à Dubaï, comme on a fait plusieurs fois. Et toutes ces choses que j'aime valent 1000 fois ce que j'aime pas. Donc je me force vraiment dans la répétition de certaines actions. Ça me fait rire ce que tu partages, parce que je me rappelle quand j'avais démarré le marketing de réseau, j'avais été voir mon top leader et je t'avais dit, mais moi je déteste inviter. Et il me dit, lui il me disait, moi je déteste lancer les nouveaux distributeurs, mais je le fais parce que j'aime bien la paye qui tombe à la fin du mois, tu vois. Et c'est comme tu le partageais, tu vois, c'est que c'est toutes des actions aujourd'hui qui permettent de pouvoir aller chercher ce qu'on a vraiment envie d'avoir, justement, mais comme tu le partageais. Et là, je voulais rebondir sur un point, justement, par rapport à la vision. Est-ce que quand tu as démarré l'industrie du marketing de réseau, tu as directement démarré avec cette vision de bâtir une grosse organisation? Ou d'abord, tu t'es dit, OK, vas-y, let's go, je teste, je fais des compléments de revenus, et puis après c'est venu. Comment c'est arrivé, cette fameuse vision aujourd'hui? Parce que tu as bâti quelque chose d'extraordinaire, d'avoir plus de 1100 distributeurs actifs aujourd'hui à ton actif. C'est venu comment? Alors c'est vrai qu'au début j'avais une vision du marketing de réseau qui était quand même pas solide du tout. Pour être honnête, quand je démarre l'industrie, j'avais encore des craintes. Là, je parle vraiment de mes premiers mois, vraiment les 2 premiers mois, j'avais encore des craintes. J'étais pas sûr de est-ce que ça allait vraiment fonctionner, est-ce que ça allait me permettre de changer ma vie, d'avoir du résultat, est-ce que je suis pas dans un système pyramidal, un Ponzi, parce que à côté c'est un peu ce que j'entendais autour de moi, ce que je voyais sur YouTube, sur Internet, etc. Je me disais comment différencier un Ponzi d'un vrai système de marketing de réseau légal. Donc j'ai dû faire beaucoup de recherches. Et c'est là où en fait je me suis pris de passion pour le marketing de réseau, c'est en approfondissant mes recherches. Et le vrai premier déclic que j'ai eu en fait c'est lors de mon premier événement. Le premier événement de ma société en présentiel, il a littéralement changé ma vie et c'est pour ça qu'on dit qu'un événement ça se raconte pas mais ça se vit. Généralement le marketing de réseau on appelle ça aussi un business de chaise parce que justement si vous êtes quelqu'un qui a cette capacité, cette faculté à bien promotionner des événements, vous allez voir vraiment que dans votre réseau, il y a beaucoup de personnes qui vont être impactées par ces événements-là et qui vont pouvoir changer derrière leur vie, leur mindset et forcément leurs actions qui vont avec. Donc, on va dire que le premier événement, ça a été un tournant dans ma vision du marketing de réseau. Et pour là, on va rentrer un petit peu plus dans le perso pour que je puisse t'expliquer vraiment ma vision aujourd'hui au sein du marketing de réseau. Moi, à la base, je suis très fier, on va dire, du nom de famille que je porte, de l'histoire de ma famille, etc. Et je suis un passionné de foot. J'ai fait sport-études foot, j'ai fait 14 ans de foot, etc. Et j'ai toujours voulu, en fait, que mon nom de famille soit reconnu pour quelque chose de positif. Et j'ai toujours voulu avoir mon nom de famille derrière un grand maillot de foot. Pour moi, c'est l'Olympique de Marseille, voilà. Après, ça va créer des débats, mais bon. Et donc, moi, c'était vraiment mon goal ultime. Et
vers mes 14-15 ans, j'ai dû revenir à la réalité. J'ai dû me rendre compte que j'avais clairement pas le niveau pour devenir footballeur et inspirer des gens avec la balle au pied. Et en fait, avec le temps, en grandissant, j'avais perdu un petit peu cette flamme de pouvoir inspirer des gens et marquer indirectement à travers mon nom de famille. Et dans le marketing de réseau, je me suis rendu compte qu'il y a encore de la place. C'est une industrie qui est en croissance depuis plus de 100 ans et il y a encore de la place pour marquer cette industrie. Et quand on vous pose la question, citez-moi le plus grand footballeur du monde, citez-moi le plus grand basketteur du monde, les gens sont en capacité de répondre. Par contre, quand on vous demande, citez-moi le plus grand networker, le plus grand apporteur d'affaires au monde, beaucoup de gens soit ne vont avoir aucun nom qui vont leur venir en tête, soit il va y avoir des noms, mais ça va souvent être des noms différents. Et pour moi, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il y a encore énormément de place à prendre dans l'industrie du marketing de réseau, et je pense qu'on est encore qu'au début. Et moi, vraiment, dans ma vision des choses, j'aimerais marquer l'industrie du marketing de réseau à travers mon nom. C'est pour ça que pour moi, l'image aussi qu'on transmet dans le marketing de réseau, elle est hyper importante. Donc j'ai vraiment une vision à très long terme, je pourrais même dire assez carriériste, malgré mes seulement 3 ans d'expérience. C'est clair. Et là, d'ailleurs, pour des personnes peut-être qui verraient ce podcast et qui aujourd'hui n'auraient pas cette vision-là, ou des personnes qui se disent, OK, moi je fais juste ça de manière un peu comme un hobby, tu vois, parce que la plupart des gens aussi, au final, qui développent leur business comme un hobby, pas spécialement comme un réel business, une réelle entreprise, c'est des personnes aujourd'hui qui n'ont pas cette vision et c'est pas suffisamment important pour eux. Quel serait le plan d'action que tu pourrais donner à un distributeur là, qui est justement dans ce cas-là et qui veut avoir cette même vision et bâtir la même chose pour pouvoir gagner en vision après ce podcast-là? Ce serait quoi les étapes que tu lui donnerais étape par étape pour pouvoir là, vraiment que ça soit un déclencheur pour lui? Ok, c'est juste pour bien comprendre la question. Là, on part du principe que c'est une personne qui, de base, a démarré pour un complément de revenu et il a vraiment envie de travailler sa vision et travailler un petit peu sa vision vis-à-vis du marketing de réseau pour aller chercher plus, c'est ça? Après, tu vois, je pense pas que les personnes aujourd'hui, elles se disent je veux travailler ma vision, tu vois. Je pense que ça vient d'un coup, tu vois. Genre comme par exemple quand tu arrives à un événement, tu prends un déclic et là tu te dis ok, là je prends vraiment conscience de ce que j'ai, de la valeur de ce que j'ai entre mes mains, tu vois. Quel serait du coup le plan d'action que tu pourrais donner à une personne pour que justement là, elle puisse vraiment se rendre compte de la puissance qu'elle a entre les mains afin de pouvoir se dire ok, ce business-là, je le considère plus comme un hobby mais comme un réel business. Et là en fait, ça devient vraiment important pour moi de passer à un next step, tu vois. Ok. En fait, pour Je sais moi, pas si tu aujourd'hui, je crois avoir compris ta question. De toute façon, tu vas me dire si ça y répond ou pas. Pour moi, aujourd'hui, de manière générale, si on veut réussir dans l'entrepreneuriat, il faut accepter qu'on va passer par un processus. Et là, je parle de marketing de réseau, même dans des business qui n'ont rien à voir avec le marketing de réseau. Chaque business et chaque route vers la réussite nécessite un processus. Maintenant, ce processus, il peut être plus ou moins long en fonction des personnes. Et si vous voulez qu'il soit court, il va falloir pas forcément se prendre de passion directement pour l'industrie, mais vraiment chercher à développer ses connaissances et ses compétences. Si vous cherchez à développer vos connaissances et vos compétences, automatiquement, en fait, votre niveau de croyance vis-à-vis de l'industrie, il va augmenter. Et si votre niveau de croyance vis-à-vis de l'industrie, il augmente, automatiquement, pour moi, la vision qui va avec va également augmenter. Donc pour moi, c'est si vous prenez votre business au sérieux, vous devez forcément augmenter votre niveau de connaissance, votre niveau de compétence, parce que dans le marketing de réseau, pour moi, aujourd'hui, on est payé par rapport à la valeur qu'on est capable d'apporter et donc il va falloir augmenter ses connaissances et compétences. Je fais un peu de répétition mais c'est vraiment important et donc forcément ça va augmenter derrière le niveau de vision. Pour moi c'est vraiment de cette manière-là qu'une personne lambda qui part de zéro, qui n'a pas forcément de vision avec le marketing de réseau peut commencer à s'en constituer une de manière assez naturelle et plus ou moins rapide à travers son processus. Et ça serait quoi pour toi là du coup? Si là, tu as vraiment un distributeur en face de toi ou n'importe quoi, quelles seraient les connaissances, compétences qu'il devrait du coup là accumuler en premier et où, comment, etc. Ce serait quoi? Ok. Nous, on a un principe un petit peu qui s'appelle le carré d'as. Je sais pas Bon, après, peut-être que dans d'autres MLM, ça s'appelle le rectangle du leadership, etc. En fait, faut visualiser un rectangle, en fait. Donc, bon, 4 côtés, hein, rien de compliqué. Et pour moi, c'est les compétences clés, entre guillemets, à maîtriser pour aller chercher, on va dire, ces premiers 2000 euros par mois. Les premières compétences, elles vont constituer vraiment de la production. Donc ça va être prospection, attraction. Ça, c'est vraiment la première compétence clé à maîtriser. Ensuite, on a une intercompétence qui va être le traitement des messages. Donc vraiment la partie relationnelle avec les prospects. Ensuite, du coup, sur la deuxième partie du carré, enfin du rectangle, pardon, on va avoir la partie présentation. Donc vraiment être en capacité de bien présenter le projet, de connaître son offre, etc.
Ensuite, l'autre intercompétence, ça va être l'édification. Quand je parle d'édification, c'est pas juste la compétence d'édifier une upline. Non, pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Il faut être en capacité d'édifier les uplines, les crosslines, les downlines, même d'édifier, par exemple, nous, on a l'habitude d'édifier les closers qui vont venir à la fin d'une présentation, mais d'être dans la constante édification. Moi, on m'a toujours enseigné le fait qu'il faut toujours parler en positif des gens et surtout dans le marketing de réseau. On m'a toujours dit, si par exemple, chez un leader, t'aimes pas grand-chose mis à part son chien, parle seulement de son chien. Ça peut paraître con, mais c'est hyper important vraiment de toujours parler en positif des gens. Donc la partie édification, ensuite la partie closing, pour moi c'est hyper important en termes de compétences également. Vous devez savoir closer aujourd'hui, parce que j'en vois beaucoup qui ont par exemple beaucoup de demandes d'informations, qui font des heures et des heures de prospection, qui ont des prospects plus ou moins intéressés, mais derrière ça ne convertit pas. Il y a vraiment quelque chose à faire au niveau du closing. Et ensuite, après la partie closing, savoir faire bien démarrer les nouveaux partenaires. Donc, bon démarrage, plan d'action, on appelle ça. Et la partie accompagnement, leadership pour la fin. Pour moi, c'est toutes ces compétences-là cumulées qui vont vous permettre vraiment d'aller chercher les 2K mensuels et derrière de step up en termes de vision. Let's go. Et là, d'ailleurs, là, par rapport à toi, qui aujourd'hui génère quand même plus de 10 000 euros par mois à travers l'industrie du marketing de réseau. Mais ce qui est génial, c'est que ce n'est pas que toi qui gagne de l'argent. Il y a aussi plein de personnes de tes équipes qui se remplissent les poches, qui font de l'argent et c'est cool et c'est génial. Et comment est-ce que tu fais aujourd'hui? Et pour toi, enfin, plus pour toi, pourquoi est-ce qu'il y a d'autres équipes bref, ça grandit, mais pas aussi vite que toi, pas aussi rapidement ou plus durement que toi? Et qu'est-ce qui fait qu'au final, dans certaines équipes, ça manque de vision pour aller chercher les mêmes résultats que toi? C'est quoi pour toi les différences que tu vois par rapport aux autres équipes en termes de vision, en termes de leadership, etc. Ouais, mais alors par rapport à ça, pour moi, je vois deux choses. Alors, je vais vraiment répondre vis-à-vis des personnes que je vois en dehors de mes équipes dans ma société, mais même externe à ma société, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de contacts aussi avec d'autres personnes, bien sûr, en dehors de la société que je développe. Pour moi, c'est lié à deux choses. La première, on en a parlé précédemment, mais c'est vraiment les compétences. Je le vois, mais chez énormément de leaders, sans vouloir les dénigrer, mais des leaders à 10, 20K qui manquent de compétences, que ce soit au niveau des présentations, des closings, en termes d'accompagnement, c'est faible, il y a vraiment très peu de matière, c'est beaucoup de blabla. Donc pour moi, l'aspect compétence, elle est hyper importante. Nous, on est un réseau très axé sur les compétences. Aujourd'hui, la majorité de mes leaders ont des compétences qui pourraient leur permettre de gagner beaucoup plus d'argent en dehors du marketing de réseau. Mais ils restent parce que bien sûr, ils ont la vision et ils ont conscience qu'aujourd'hui même, par exemple, le résiduel, on n'en a pas parlé avant. Pour moi, c'est quelque chose qui est juste incroyable et qui fait aussi partie de ma vision. Donc, la partie compétences, je me suis un peu étalé. Et la deuxième chose, je dirais, c'est vraiment l'urgence qu'on arrive à nous se mettre, mais aussi qu'on arrive à inculquer derrière dans notre réseau. Pour l'illustrer à travers un exemple, si par exemple, tu as une douleur, par exemple, je sais pas, au coude. Tu as une douleur au coude, elle est de 3/10. C'est pas assez suffisant, tu vois là où je veux en venir? C'est pas assez suffisant pour que tu ailles chez le médecin, tu vois. Par contre, si tu as une douleur au coude, elle est de 10/10, tu vas directement à l'hôpital. Et par rapport à ton business, par exemple, la douleur de ne pas gagner 1 000 euros en plus par mois, ou 2 000 euros en plus par mois, ou 10 000 euros en plus par mois, c'est juste que ta douleur, elle n'est pas assez grande. Donc ça veut dire qu'il y a un travail en termes de mindset, un travail en termes de conscientisation, du fait qu'il faut accepter le fait d'élever ses standards. Et nous, en fait, c'est vraiment ça qu'on arrive à inculquer aux équipes. Donc, le fait d'augmenter ces standards, le fait de s'implémenter, on va dire, une douleur psychologique vis-à-vis du fait que on n'a pas forcément atteint nos objectifs, on n'a pas forcément atteint nos positions. Et on va dire que c'est vraiment ces choses-là qui nous poussent vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes à travers vraiment cette urgence qu'on s'auto-inflige et qu'on inflige indirectement à nos partenaires qui ont envie d'aller de l'avant. C'est clair. Mais d'ailleurs, là, pour refléter un peu par rapport à ce que tu viens de partager, c'est aujourd'hui au final, est-ce que la plupart des personnes qui n'ont pas spécialement les résultats qu'ils souhaitent par le fait qu'ils ne mettent pas suffisamment d'action dans leur activité, est-ce que là pour toi c'est reflété par évidemment parce que c'est pas suffisamment important et urgent pour eux d'atteindre ce niveau de résultat-là? Clairement, pour moi c'est ça. Parce que avant, il me semble que mon partenaire Esteban en a parlé, mais si par exemple, on vous dit là, il y a deux possibilités. C'est par exemple, je dis une bêtise, vous êtes à 0 euros pour l'instant, vous êtes no rank, vous n'avez pas encore passé de position et il vous faut, je sais pas, 10 partenaires pour aller chercher la première ou deuxième position dans votre société.
Si on vous dit qu'à la fin du mois, si vous n'avez pas atteint votre position, tous ceux autour de vous que vous aimez meurent, la vérité est que tout le monde va chercher cette position parce que le niveau d'urgence, l'importance qu'on va mettre dessus est beaucoup trop élevé pour qu'on passe à côté. Et pour moi aujourd'hui, si certaines personnes n'atteignent pas leurs objectifs, c'est tout simplement parce que le niveau d'importance, le niveau d'urgence qu'ils mettent dessus, il est tout simplement pas assez élevé. Et même moi, je le vois, et je le vois par rapport à moi et par rapport à des leaders que j'accompagne. Et c'est parfois même plus dur quand on commence à gagner 2, 5, 10 000 euros par mois parce qu'on commence à se créer une certaine forme de zone de confort autour de nous. On se dit, mais à 5, 10, je suis pas mal. Et du coup, on a du mal à s'infliger une certaine douleur pour aller chercher 20, 50, etc. Donc même moi, c'est des choses que je travaille constamment en perso ou avec mes équipes. Ok. Et ce serait quoi là, par exemple, le tips que tu pourrais dire, enfin, que tu pourrais donner à une personne qui a des distributeurs dans son équipe, même une petite équipe, tu vois, sur comment créer de l'urgence du coup à travers mes distributeurs pour qu'ils puissent eux-mêmes, là, ces distributeurs, bah, passer plus à l'action, se donner beaucoup plus, être beaucoup plus engagés et non seulement être motivés, parce que la plupart des gens aujourd'hui dans leur business, c'est agir juste avec la motivation qui font qu'ils ont une vie en dents de scie, tu vois, c'est une bonne nouvelle, je suis motivé, mauvaise nouvelle, je fais rien, bonne nouvelle, du coup, qui fait que du coup, il n'y a rien qui change, tu vois. Ce serait quoi le petit plan d'action, conseil que tu pourrais partager? Alors, je vais commencer avec le conseil vraiment bateau qu'on entend un peu partout, surtout dans le monde du MLM. Mais c'est vraiment... Tu peux aller ouvrir, Stéphane? Désolé, c'est pour la petite interruption. Du coup, ouais, pour revenir sur ce que je disais, le premier conseil un peu bateau que je vais donner, c'est vraiment à travers le pourquoi. C'est classique, mais pour moi, si vous développez un business, mais vous ne savez pas pourquoi vous le faites, vous allez aller nulle part. C'est comme vouloir aller chercher un objectif, mais sans avoir une direction claire. Pour moi, c'est incohérent. C'est vraiment incohérent. Donc le pourquoi, c'est hyper important. Mais c'est pas le pourquoi tel quel qui est important, c'est l'obsession qu'on va mettre sur le pourquoi qui est important. Aujourd'hui, la majorité des gens peut-être qui vont écouter ce podcast vont avoir un pourquoi qui sur le papier est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus poignant que le mien. Il y a des personnes qui vont avoir un pourquoi qui va être de sortir la famille de leur galère, de pouvoir mettre leurs parents à l'abri, etc. À côté, moi je connais une personne qui a fait 50 000 euros par mois dans le marketing de réseau. Son pourquoi, c'était tous les week-ends de pouvoir s'allumer et faire les plus grosses soirées possibles. Mais en fait, tellement son objectif il était important, il mettait une obsession tellement forte sur son objectif qu'en fait il fait 50 000 euros par mois aujourd'hui dans le marketing de réseau. Donc c'est pas tant le pourquoi qui est important, mais l'obsession qu'on met dessus. Mais si on veut du coup travailler justement l'urgence, l'obsession, etc., ça part quand même d'un pourquoi à la base. Donc vraiment hyper important de savoir pourquoi aujourd'hui vous développez un business, pourquoi vous voulez réussir et pourquoi aussi vous voulez réussir dans l'industrie du marketing de réseau. C'est hyper important. Et derrière, à travers ces choses-là, bah, moi, c'est des choses que je me répète tous les matins quand je me réveille, tous les soirs avant de me coucher. C'est des conseils qui peuvent vraiment paraître bêtes, bateaux, etc. Mais c'est vraiment des tips que j'applique dans mon quotidien. Tous les matins quand je me réveille, je pense à OK, aujourd'hui, il faut que je détruise ma journée. Pourquoi je dois la détruire? Ah bah oui, pour telle raison. Et mes objectifs, je les ai partout dans ma chambre. J'ai 3 tableaux blancs dans ma chambre, un en face de moi, un derrière moi, un à ma droite. Vraiment de partout, je vois mes objectifs matin, midi, soir. Donc pour moi, vraiment le pourquoi, c'est l'une des choses essentielles vraiment par rapport à ta question. Non, c'est clair. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de... Aujourd'hui, il y a... C'est ce que je vais te partager, tu vas me dire ce que tu en penses. Il y a deux manières de pouvoir changer. Tu vois, tu as la première manière de pouvoir changer qui est via un choc émotionnel. Tu vois, qui est, par exemple, quand on entend la plupart aujourd'hui des leaders en marketing de réseau, lorsqu'on voit un témoignage d'un événement, etc., dans la majeure partie des cas, 95% des témoignages qu'on va avoir, à chaque fois, il va y avoir un choc émotionnel où la personne va partager un déclic qui est je me suis séparé, j'ai eu un divorce, j'ai survécu d'un cancer, j'ai eu un décès dans ma famille, on m'a viré de mon job. Et là, ça a été déclic et là, je suis passé à l'action. Qui est choc émotionnel, passage à l'action. Et la deuxième manière de pouvoir changer, qui est la création d'habitude, tu vois, qui est celle qui fait mal, qui est dure, parce qu'on n'a pas quelque chose qui est profond et puissant en termes de choc émotionnel pour pouvoir changer, mais qui est création d'habitude, qui est comme par exemple, on veut commencer le sport, on n'a pas vraiment un pourquoi d'ouf pour le faire, mais du coup, les premiers jours, ça fait mal, après on continue, après ça commence à aller un petit peu mieux, après 21 jours, ça commence à devenir normal, après 60-90 jours, transformation identitaire, blablabla, qui sont les deux manières de pouvoir changer, et que la plupart des gens attendent pour pouvoir changer leur life, un choc émotionnel qui arrive de manière inconsciente, pour vraiment se bouger le cul et pour passer à l'action et pour pouvoir aller chercher d'autres steps dans leur vie. Un peu, là, par exemple, similaire aux fumeurs, tu vois, qui, par exemple, le fumeur a essayé d'arrêter de fumer plein de fois, il n'y arrive pas.
Là, il va chez le médecin il lui dit dans 3 mois, si tu n'arrêtes pas de fumer, tu claques. Là, il arrête de fumer, tu vois, choc émotionnel. Et qu'est-ce que tu penses de ça, toi, justement, des deux manières de pouvoir changer, choc émotionnel vs habitude? Alors, moi, je suis aligné avec ce que tu dis par rapport à ces deux manières-là de pouvoir changer. Moi, pour ma part, j'ai pas vécu de choc émotionnel. Donc, ça a été vraiment la création d'habitudes. En fait, pour moi, le choc émotionnel, c'est bien si vous l'avez indirectement parce que ça va être un déclencheur vers ce processus en direction de la réussite. Maintenant, le choc émotionnel, bah, moi, pour l'instant, j'en ai pas vécu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire j'attends, je reste sur mon siège comme ça et j'attends que la réussite elle vienne ou que le choc émotionnel il vienne. Pour moi c'est pas possible. Donc je dirais que la majorité des gens qui vont écouter ce podcast, qui n'ont pas vécu un choc émotionnel qui les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes ou qui les pousse à aller chercher du résultat, bah, il va falloir se créer une habitude, il va falloir l'accepter. Aujourd'hui une habitude, si je dis pas de bêtises, scientifiquement ça a été prouvé, c'est 21 jours. Aujourd'hui en 21 jours, vous pouvez inculquer une nouvelle habitude dans votre quotidien. Donc moi, je suis beaucoup plus sur le terrain des habitudes. C'est ça que je trouve cool, tu vois. C'est que quand tu regardes la majeure partie des gens, ils changent seulement à partir d'un choc émotionnel. Donc en fait, c'est limite que les gens devraient attendre qu'il leur arrive une merde dans leur vie pour pouvoir changer, tu vois. Et ça que je trouve super inspirant par rapport à ce que tu partages, tu vois, c'est que toi, tu n'as pas eu le besoin de ça. Je me suis fait mal, création d'habitude, c'était constance, autodiscipline, même s'il y a des trucs qu'on n'aime pas faire comme tu le partageais, mais je le fais quand même parce que putain, je dois le faire, tu vois. Et ça, je trouve ça cool. Et c'est vrai que la plupart des gens aujourd'hui, bah, je sais pas si tu veux rebondir sur quelque chose là par rapport à ça, mais genre, ne veulent pas se faire mal, quoi. Tu vois? Ouais, bien sûr. Et Mais c'est ouf, tu vois. parfois aussi, c'est parce que les gens, ils se disent, j'ai le temps. Moi, je le vois beaucoup dans mon réseau. C'est indirectement dans leur tête. Bon, si c'est pas ce mois-ci, c'est pas grave. Il y a le mois prochain, et si c'est pas le mois prochain, c'est pas grave. Il y a le mois d'après. Moi, en fait, indirectement, je me suis pas laissé le choix, pardon. Laissé le choix dans le sens où mon père, ça fait 30 ans qu'il est à l'armée. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai fait l'armée, donc ça m'a aussi forgé une certaine discipline. Et généralement, mon père, quand il me dit quelque chose, compliqué derrière de négocier quand il y a 30 ans d'armée de carrière derrière. Et bon, ils ont eu du mal, mes parents, au début, à accepter le fait que je faisais du business à côté des études parce que pour eux, les études, vraiment, c'était très important. Et quand j'ai commencé le business à côté des études, mon père, il m'a dit, c'est simple, c'était début 2024. À ce moment-là, je gagnais 1000 euros par mois dans le marketing de réseau. Il m'a dit, tu finis tes études en juin 2024, t'as 6 mois. Il m'a dit, dans 6 mois, si t'es pas au minimum à 5000, soit tu trouves un travail à côté de tes études, ou enfin à côté de ton business, soit tu continues tes études en master. À moi, trouver un travail à côté du business ou continuer en master, j'avais pas envie. Après un bac plus 3 que je venais de faire et qui m'a pas du tout plu, j'avais vraiment pas envie de continuer. Et là, en fait, ce qui s'est instauré dans mon état d'esprit et du coup, qui a fait que j'ai automatiquement augmenté mes actions, c'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. C'est-à-dire, en fait, c'est le fait d'avoir un objectif qui est limité dans le temps. Et donc, quand votre objectif, il est limité dans le temps, vous allez mettre en parallèle les actions adéquates pour que cet objectif-là soit atteint dans les temps qui sont donnés. Et j'ai fait du coup ma position à 5K exactement le dernier mois de mes études en juin 2024. Et j'ai toujours dit, si mes études se seraient terminées en mai 2024, je suis sûr à 100%, j'aurais tapé mes 5K en mai 2024. Si elles se seraient terminées en juillet, j'aurais fait mes 5K en juillet 2024. Pour moi, c'est simplement ce principe de la loi de Parkinson. Incroyable. Et là, d'ailleurs, il y a sûrement des personnes qui vont regarder ce podcast qui ont déjà aussi des résultats dans le marketing réseau, qui ont peut-être 5000 et 10 000. Et je voulais partager quelque chose justement, et qu'on rebondisse justement parce que tu partageais un truc qui était super intéressant, qui était que dès qu'on commence à avoir des bons résultats, on commence la plupart à tomber dans une certaine zone de confort. Tu vois. Et en fait, je te prends mon truc à moi parce que moi, ça m'est arrivé aussi. Tu vois. Quand j'ai commencé à aller. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui faut remarque, tu vois. J'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir kiffer ma life, etc. Tu vois. Et dès que j'ai commencé à pouvoir générer entre 10 et 15 par mois, bah, je tombais un peu dans une zone de confort parce qu'au final, je pouvais tout m'offrir de ce que je voulais dans ma vie. Et moi, il y a un truc qui m'a permis de pouvoir me dire, OK, j'ai passé le next step pour aujourd'hui, où est-ce que j'en suis, bref, qui était que, en fait, moi, tu vois, je vivais ailleurs. Je vivais Mexique, Colombie, etc. Et je revenais en Belgique, parce que je suis belge, une fois par an pour aller voir ma maman, tu vois, et ma famille. Et là, du coup, ce qui s'est passé, j'ai fait le compte. Ma maman, aujourd'hui, elle a 56 ans. Je me suis dit, OK, là, en fait, ma maman, si, en plus, elle avait une qualité de vie qui n'était pas ouf, si là, par exemple, elle vit encore 25 ans, ce que je souhaite, et encore bien plus, ça veut dire que dans ma vie, je vais la revoir seulement 25 fois. Tu vois? Et du coup, en fait, ça m'a provoqué un déclic dans ma tête sur le fait de me créer un nouveau pourquoi, qui était de penser à plus grand que moi, qui est là de pouvoir dire à ma maman, OK, c'est bon, tu n'as plus besoin de travailler, là maintenant tu kiffes ta vie et tu peux venir plus souvent, etc., 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 tu vois. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir me relier à quelque chose de plus grand que moi, parce que lorsque,
Je pensais que aux 67 cm² qui m'entouraient, tu vois. Ben, c'est suffisant pour moi, mais j'avais pas l'envie après et vraiment l'engagement et de vouloir plus. Je sais pas si toi, de ton côté, c'est quelque chose aussi également qui t'est arrivé Si, ouais. pour le coup, ça me parle beaucoup ce que tu as partagé. J'ai vécu une situation, pas vraiment la même situation, mais quelque chose d'assez similaire. Ça s'est passé il y a à peu près un an et demi. Je venais justement de taper mes 5K. Ça faisait 3-4 mois que j'étais à 5K. Et je le sentais, je commençais à être un peu dans une zone de confort. C'est-à-dire que je savais que j'allais taper les 10K dans les mois qui allaient venir. Et je savais que j'avais une certaine... Bon, ça n'existe pas la stabilité de manière générale dans le marketing de réseau. Soit on grandit, soit on meurt. Mais indirectement, je sentais que le réseau se portait bien. On était vraiment dans une croissance. Donc, je commençais à avoir une zone de confort. Et à ce moment-là, on parlait justement de faire une colocation du coup avec plusieurs de mes leaders. Donc, moi, j'habite aujourd'hui avec trois de mes leaders dans un 200 mètres carrés. Donc, on est super bien. On bosse ensemble, etc. Et en fait, avant de partir, donc le jour avant de partir, je prépare mes affaires, etc. Et moi, dans ma tête, en fait, c'est comme si je partais un peu en voyage business, en cohésion. Donc, j'avais pas vraiment cette sensation de partir, de quitter le nid familial. Et le jour, du coup, de mon départ, donc je me réveille à 5h30 et ma mère se réveille, mon père se réveille, mes sœurs aussi se réveillent pour me dire au revoir. Je dis au revoir à mes sœurs, je dis au revoir à mon père et ma mère. Et donc, moi, je prends ma voiture. Et juste avant de monter dans ma voiture, mon père il vient me voir, il me dit regarde ce que tu fais à ta mère. Et je me tourne, je vois ma mère qui pleure. Je dis bon, après ma mère elle est très émotionnelle, je suis son seul fils, je comprends qu'elle pleure parce que voilà, je quitte le nid familial. Et du coup, je vais dire au revoir à ma mère, je la rassure, je lui explique que ça va bien se passer. Et en fait, je prends ma voiture et moi je tourne à droite. Et ma mère à ce moment-là, elle prend aussi sa voiture et elle tourne à gauche. Et là en fait, je me rends compte de quelque chose, je me dis moi en fait là je suis en train de tourner à droite et je vais en direction de mes rêves. Et ma mère, à l'âge qu'elle a, elle tourne à gauche à 5h30 du mat en direction du travail pour travailler pour un patron. Et là, je me dis, 5 000, 10 000, ça va pas suffire. Il va falloir que je fasse beaucoup plus parce que j'ai des parents à mettre à l'abri et j'ai encore beaucoup, beaucoup de rêves à aller chercher. Et moi, on va dire que c'est ce déclic-là qui m'a permis de me rendre compte que 5, 10, c'est bien, mais c'est que le début, j'ai encore beaucoup à aller chercher. Et même pour compléter un peu avec ce que je te disais précédemment, j'ai vraiment envie de... Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans l'industrie du marketing de réseau, sur les secteurs français. Je pense qu'il y a vraiment des places à aller chercher pour marquer cette industrie-là. Et c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Et je sais qu'aujourd'hui, marquer l'industrie du marketing de réseau français, ça ne va pas se faire avec 5 ou 10 000 euros par mois. Donc ça me permet aussi de vouloir aller chercher plus. Incroyable. Et là d'ailleurs, parce que tu as plein de personnes aussi qui voient ce podcast et qui ont peut-être aujourd'hui entre 1 et 10 distributeurs, qui commencent à avoir une petite équipe, tu vois, mais qui commencent à parrainer quelques distributeurs. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à ces personnes-là pour aujourd'hui qu'ils puissent passer de 5-10 personnes dans leur réseau à 50-100 personnes dans leur réseau et pour pouvoir après ensuite pouvoir passer à quelques centaines et puis après là comme toi aujourd'hui des milliers. Quels seraient les conseils que tu peux partager et un plan d'action peut-être que les personnes pourraient mettre en place step by step? Ok. Moi déjà, dans un premier temps, on va revenir sur quelque chose qu'on a déjà abordé avant. Dans un premier temps, vraiment focus sa production personnelle, vraiment axé sur le premier point du carré d'as que j'ai abordé avant, prospection, attraction. Vous devez vraiment maîtriser cette compétence. Vous devez être en fait en capacité de générer vous-même des clients tous les mois, parce que sinon vous allez être dépendant de votre réseau et pas dépendant de votre production. Donc c'est hyper important vraiment de se concentrer là-dessus dans un premier temps. À partir du moment où vous avez 5, 10, 15 personnes dans votre réseau, pour moi ça va être hyper important de mettre en place un accompagnement qualitatif pour garantir aussi indirectement aux personnes le fait d'aller chercher du résultat, d'aller chercher leur premier résultat. Après, pour moi, il y a en fait une chose qui est clé dans le marketing de réseau, c'est la duplication. C'est pour moi la chose qui est clé, qui va vous permettre de passer par exemple de 5-10 personnes à 20, 30, 50, 100 personnes dans votre réseau. Ça va être la duplication au niveau des connaissances, au niveau des compétences. Les compétences, j'ai beaucoup abordé de compétences. Alors on n'est pas rentré dans les détails, on les a survolées. Il y a beaucoup de compétences vraiment à aborder au sein de votre réseau. Partage de vision et aussi avoir un réseau très connecté au système. Vraiment, pour moi, c'est hyper important que votre réseau soit connecté au système, qu'il soit connecté au groupe d'équipe, qu'il soit connecté au call d'équipe, qu'il soit connecté aux événements en présentiel. S'il n'y a pas d'événements en présentiel, moi personnellement, c'était mon cas dans ma ville. J'habitais à Mulhouse, il n'y avait pas d'événements en présentiel. Par contre, je voyais à Toulouse, tous les week-ends, il y avait une équipe, ils étaient 40, 50 en présentiel. Je me disais, mais
la chance qu'ils ont. Non, au final, non, c'est moi qui avais de la chance. C'était limite une bénédiction qu'il n'y avait rien à Mulhouse. Parce que vu que j'avais pas ce qu'il y avait à Toulouse, je me suis dit, bah, c'est pas grave. Vu qu'il n'y a pas, c'est moi qui va le créer. Et donc, je me suis forcé indirectement à créer quelque chose en présentiel. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment tous ces aspects-là qui vont permettre à une personne de passer de 5, 10 à potentiellement un réseau de 50, 100 personnes à travers la duplication des compétences et de la vision. Et là, tu as partagé justement par rapport à l'accompagnement, tu vois. Si t'as un distributeur, là, par exemple, qui dit oui, mais moi, j'accompagne mes distributeurs, Zachary, je réponds à ses messages lorsqu'il a besoin de moi, etc. Ce serait quoi la réponse que tu pourrais lui donner? Et toi, est-ce que tu as des éléments spécifiques en termes d'accompagnement, de choses vraiment, tu dois accompagner ton gars ainsi, tu vois? Oui, alors nous par rapport à ça, on a une structure très claire. Déjà, une personne qui démarre chez nous, dans les 24 heures qui suivent maximum, on a un premier appel d'une heure avec elle, ce qu'on appelle un bon démarrage. Ça va nous permettre de faire un point avec cette personne sur les premiers objectifs qu'elle a envie de se fixer sur le mois en cours, sur les 3 prochains mois, sur les 6 prochains mois. Ça nous permet déjà de lui inculquer une certaine vision long terme, lui faire prendre conscience qu'on va passer par tout un processus, parce que c'est comme ça l'entrepreneuriat. On va travailler son pourquoi aussi, on en a parlé précédemment, on va travailler son pourquoi avec elle et on va mettre en place aussi les premières stratégies réseau chaud et réseau froid pour qu'elle puisse aller chercher ses premières présentations et ses premiers partenaires. Donc ça, c'est le premier style d'accompagnement qu'on a, le bon démarrage 24 heures après le démarrage d'un nouveau partenaire. Et ensuite, pour l'accompagnement des membres de manière générale, nous, on fonctionne avec un accompagnement au minimum d'une fois par semaine avec un Zoom d'une heure. Ça, c'est si vous avez le temps, faites au moins un Zoom avec vos partenaires. 1 heure par semaine, c'est le minimum. Derrière, si vous n'avez pas le temps, moi c'était mon cas quand j'étais étudiant, dans ce cas-là, c'est pas grave, mais faites des accompagnements collectifs. Vous prenez 2 ou 3 personnes qui sont un peu dans le même mood, qui ont un peu la même expérience, vous les prenez, vous leur partagez ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent aller chercher du résultat. Et quand vous faites un accompagnement, c'est pas juste vous répondez à ces questions. Non, allez dans le concret, approfondissez. Moi, quand j'ai un partenaire avec moi, je pars pas du call tant que j'ai pas trouvé les solutions pour qu'il puisse aller chercher plus. Il me partage son écran, je vais checker sa création de contenu, je vais checker ses messages, la structure de ses messages, comment il fait les relances pour les présentations, comment il discute avec le prospect. Pareil, c'est call to action au niveau de la création de contenu, ses stories, sa régularité. On a aussi, alors je vais rentrer dans les détails, mais là on est en train d'implémenter des KPI aussi dans notre réseau pour les actions, pour le closing, pour tout un tas de choses, vraiment pour qu'on ait de la data à analyser, pour que vraiment notre partenaire puisse tout simplement aller de l'avant. Et dernier petit tips que je pourrais donner aussi au niveau de l'accompagnement, c'est être en capacité, en fait, comment je peux l'expliquer, être en capacité en fait de pousser la personne en face de vous à s'auto-accompagner entre guillemets. En fait, c'est de l'auto-réflexion. Moi, ça, je le fais souvent avec les partenaires, par exemple, qui n'ont pas atteint leurs objectifs au bout d'un mois, pour tout simplement leur faire prendre conscience que c'est à cause d'eux. En fait, je vais leur demander 3 raisons pour lesquelles ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Vous allez voir, les 3 raisons, ils vont les trouver eux-mêmes. C'est magique, hein, c'est vraiment magique. Et ensuite, je vais leur demander de trouver 3 solutions pour régler ces problématiques-là, ces 3 problématiques. Et vous allez voir, c'est aussi magique, ils vont trouver généralement 2 ou 3 solutions pour chacune des problématiques. Et derrière moi, mon rôle, à travers mon expérience, c'est de compléter un petit peu justement ce qu'ils vont apporter en termes de solutions par rapport à leurs problématiques. Donc ça, c'est un petit peu le style d'accompagnement qu'on fait avec les partenaires voilà, qui ne sont pas assez sortis de leur zone de confort, qui n'ont pas assez donné sur leurs premiers mois. Et là, pour les personnes qui nous regardent et qui ont des équipes, des amis, là, ce que Zachary partage, c'est extraordinaire, qui est que la majeure partie des personnes aujourd'hui qui accompagnent leurs gens, c'est à chaque fois, et c'est ce qu'on vient me partager à chaque fois, c'est moi mes uplines, ce qu'elles font que me dire, c'est que il faut que tu contactes plus, il faut que tu postes plus, etc., etc. Sauf que si vous postez plus ou que vous contactez plus à partir de quelque chose qui ne fonctionne pas, déjà avec évidemment un peu de masse, 0 fois 0, ça fera toujours 0 même si vous contactez 100 personnes. Et là, regardez, là du coup, Zachary, ce que vient de partager, c'est que quand il accompagne quelqu'un, il va checker de A à Z ce que la personne fait. Il va regarder ses messages, ses relances, il va aller voir ses posts, il va aller voir ses stories, il va aller voir tout de A à Z pour lui permettre de pouvoir lui faire des optimisations par rapport à tout ce qu'il fait, que tout ce que son distributeur fait. Puis après, si on met de la masse sur ça, c'est des résultats extraordinaires que le distributeur va chercher après. Et ça, c'est important du coup ce que tu partageais, parce que c'est vrai que la plupart des gens, bon après, encore une fois, dans les autres compagnies et ce que je peux voir, c'est qu'il n'y a pas ça. C'est juste le plan, il ne regarde pas, c'est parce que tu n'as pas contacté plus, c'est parce que tu n'as pas posté assez. Alors que si tes invitations, et on le sait quand on fait un dossier de lancement, un dossier de démarrage, bon d'ailleurs, parce que dans la majeure partie des compagnies marketing de réseau, il n'y a pas de dossier de démarrage, il n'y a pas de dossier de lancement. Ce que Zachary a partagé, c'est impératif à faire dans les 24 heures lorsque la personne démarre. Donc si vous n'avez pas ça, mettez en place un dossier de démarrage, c'est impératif.
mais qui est que on peut faire un dossier de lancement, on explique comment aller chercher ses premiers clients, ses premiers partenaires. Après, la personne, elle passe à l'action. Elle dit: ah, mais putain, ça marche pas, pourtant j'ai fait ce que tu m'as dit. Là, on va lui dire: ok, tu as contacté combien de personnes? Elle va dire: ok, bah, j'ai contacté 20 personnes. Là, après, on va se dire: ok, c'est probablement qu'elle a mal fait les choses. Et puis, quand on regarde, bah, en fait, elle a fait le contraire de ce qu'on lui a dit. Je sais pas si d'ailleurs tu veux faire un point par rapport à ça, justement. Si, ça arrive souvent, mais c'est pour ça que c'est important vraiment de prendre le temps avec les partenaires en Zoom pour vraiment aller dans la profondeur des problématiques. Je peux donner un exemple par rapport à ça, un exemple que pour les leaders qui l'écoutent, ils vont très vite comprendre. J'ai pas le temps. Ça, par exemple, beaucoup de partenaires, ça vient chez des prospects, mais ça vient aussi beaucoup chez des partenaires. Oui, en ce moment, j'ai pas le temps, etc. Et vous, la majorité des leaders, ils vont se dire: ah oui, bah écoute, ça vient de ton organisation, retravaille ton organisation. Bon, déjà, ça, c'est la pire des choses. C'est pas juste retravaille ton organisation, fais-la avec lui, l'organisation. Mais généralement, pour moi, c'est beaucoup plus profond que ça. Moi, un partenaire, il me dit: j'ai pas le temps. Je dis: ah ok, t'as pas le temps, pas de souci, je peux comprendre. Partage-moi ton écran juste rapidement comme ça. Tu peux aller dans les réglages, tu peux me montrer ton temps d'écran. 5 heures, 5 heures doit à tous les jeunes. Hein. Tous les jeunes, c'est 5 heures par jour. J'ai pas le temps, mais 5 heures de temps d'écran par jour. Donc non, le problème, il vient pas de j'ai pas le temps. C'est t'arrives pas à optimiser ton temps. Et donc au final, là, on va pouvoir proposer un accompagnement qualitatif parce qu'on a la vraie problématique. La vraie problématique, elle vient pas de j'ai pas le temps. Elle vient que la personne, soit elle n'arrive pas à se focus, soit elle n'arrive pas à optimiser son temps. Mais maintenant que j'ai la vraie problématique, je vais pouvoir vraiment l'aider et l'accompagner là-dessus. Donc pour moi, c'est vraiment important de creuser les problématiques que vous avez en face de vous vis-à-vis de vos partenaires. Et je vais rebondir aussi sur un truc que partageait là Zachary, qui est que quelque chose qu'ils vont implémenter, qui sont les KPI. Et ça, en fait, c'est un truc qu'on ne voit pas dans le marketing réseau, mais dans tous les business, ça existe, sauf dans le marketing réseau. Et en fait, c'est la data. Et en fait, dites-vous qu'après, ce n'est que des maths par rapport à vos KPI et vos data. Je vous prends un exemple, là, par exemple, qui est, si vous savez, par exemple, et ça va être un peu individualisé par rapport au distributeur que vous avez, là, par exemple, un distributeur, pour parrainer un distributeur, ben, il a dû, là, par exemple, créer 15 conversations. Ben, vous savez que si son objectif sur le mois, ça va être de faire 10 distributeurs, ça veut dire qu'il lui faut 150 conversations afin de pouvoir, du coup, faire ces 10 distributeurs sur son mois. Et les 150 prospects, du coup, à pouvoir converser, peut-être qu'il va falloir autant en termes de contenu par rapport à des contenus qui lui aura apporté tel abonné, etc. Et vous allez pouvoir avoir une prédictibilité à travers, du coup, les résultats que vos distributeurs vont pouvoir avoir. Je ne sais pas si justement tu veux faire un point là par rapport à ça, à Zachary, que c'est vrai que la majeure partie des choses que les gens font, c'est un peu en freestyle, tu vois. Carrément. Pour le coup, au niveau des KPI, nous aujourd'hui, on a des KPI pour les débutants et pour les leaders également. En fait, au niveau des débutants, ils vont pouvoir rentrer dès qu'ils vont basculer sur le réseau froid, donc sur la partie réseaux sociaux, ils vont pouvoir traquer le nombre de messages envoyés, le nombre de redirections qu'ils ont fait, le nombre de settings qu'ils ont avec des prospects, le nombre de groupes de présentation qu'ils ont mis en place, le nombre de présentations abouties, etc. Et en fait, pour chacun de ces domaines-là, imaginons par exemple le taux de redirection est pas bon, et ben en fait ça va vous sortir une vidéo qui est reliée à notre système qui va vous expliquer comment augmenter votre taux de redirection. Si par exemple je sais pas, le nombre de settings n'est pas bon, et ben il va y avoir aussi une vidéo où on va vous expliquer comment augmenter votre nombre de settings, etc. Donc on a des KPI déjà pour les débutants pour toutes ces choses-là, mais on a également des KPI pour analyser combien de ventes il faut faire, combien de settings il faut faire pour aller chercher telle ou telle position, vraiment des KPI pour aller chercher des petites positions mais aussi des plus grosses. C'est clair, et c'est super important en tout cas de le partager parce que c'est des choses qu'on n'enseigne pas dans le marketing de réseau, pourtant que dans tous les business, il y a comment le partager. Et là, c'est très bien du coup que vous le mettez en place parce que du coup, c'est extraordinaire et je pense que ça crée une très grosse différence en termes surtout de résultats distributeurs parce que la plupart des gens aujourd'hui font leur activité un petit peu à la va-vite ou je vais envoyer une poignée de messages là-bas ou telle chose ou que lorsque vous avez vos KPI, vos data et que vous pouvez après faire des prédictions par rapport à quel objectif vous avez, du coup, quelle est la quantité que vous devez faire sur votre semaine ou sur votre mois pour atteindre tel niveau de résultat. Avec la data et les KPI, vous pouvez le faire. Du coup, c'est ça qui est génial, quoi. Donc top. Et là, du coup, là, est-ce que tu pourrais la partager parce qu'aujourd'hui, bah, tu es un leader à travers ta compagnie marketing de réseau. Quels sont pour toi quels sont les leaders qui vont rester leaders ou grandir encore plus en 2026 et quelles sont les personnes justement qui vont s'éteindre en 2026 selon toi dans le marketing de réseau? À cause de quoi? Ouf. Ah ouais, là, j'allais éteindre. C'était quoi la question? J'allais éteindre fort. Tu peux répéter juste la question, même comme ça, moi, ça me permet de réfléchir. Là, du coup, la question c'est quelles sont pour toi les personnes qui vont continuer à leader en 2026 à travers le marketing de réseau et quelles sont les personnes qui vont s'éteindre en 2026?
Ok. Par rapport à ça, je vais répondre vraiment par rapport aux leaders qui, pour moi, vont perdurer dans le temps sur 2026 et par rapport aux prochaines années. Pour moi, le marketing de réseau à l'ancienne, entre guillemets, où juste on fait de la prospection, du réseau chaud, ça suffit plus. Pour moi, aujourd'hui, il faut des stratégies, il faut de la compétence et il faut de la data. Aujourd'hui, je pense que c'est pour ça qu'on va faire une bonne année 2026 avec mes équipes parce que c'est vraiment des points sur lesquels on axe vraiment notre énergie et notre concentration. Mais vraiment sans prétention et en totale honnêteté, je pense vraiment que ces 3 points-là vont être des facteurs principaux pour que les leaders perdurent en 2026. Je sais pas si ça répond Ok. à ta question, Jonathan. Non, si, très bonne réponse. En tout cas, là, par rapport à ça, je suis 100% aligné là, par rapport à toi. Et au final, qui est juste professionnaliser l'industrie du marketing de réseau, en fait, tu vois. Carrément. C'est clair. Et là, du coup, pour toutes les personnes qui nous regardent, est-ce que tu as un dernier message à partager à Zachary? Les gars, il faut faire du présentiel parce que oui, le marketing de réseau, là je l'ai dit justement, il y a beaucoup de choses qui à l'ancienne ne fonctionnent plus, etc. Par contre, il y a une chose qu'il ne faut pas perdre dans le marketing de réseau, c'est le présentiel. Allez rencontrer vos partenaires, allez rencontrer vos uplines, vos downlines, allez aux événements de vos sociétés, même allez à des événements externes à votre société, mais faites du présentiel dans le marketing de réseau. Pour moi, c'est hyper important. Si vous avez cette polyvalence entre les réseaux sociaux et en plus de ça, vous bossez vos compétences sur les réseaux sociaux et en dehors des réseaux sociaux et à côté vous faites du présentiel, vous allez vraiment être un networker, un apporteur d'affaires polyvalent qui pour moi pourra aller chercher des résultats et des sommets juste incroyables. Qu'est-ce que tu penses, là, justement, pour rebondir sur ça, pour terminer, qui est là aujourd'hui que les réseaux sociaux, c'est surtout quelque chose qui permet de pouvoir, pas extrapoler, qui permet de pouvoir amplifier l'acquisition de prospects, de leads, etc. Et que le terrain permet de pouvoir réellement pouvoir bâtir les relations, créer du lien, avoir vraiment des bonnes connexions avec ses équipes, pouvoir tout ce qu'on a pu partager aussi également avant. Qu'est-ce que tu penses justement de ça? Bah, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, forcément, sont beaucoup plus puissants que le présentiel. On peut avoir un impact stratosphérique, hein, que ce soit à l'échelle nationale, internationale, mondiale, même pour ouvrir un réseau, par exemple, derrière à l'international, ce qui est un de mes objectifs sur les prochains mois, les prochaines années. Je pense que les réseaux sociaux, c'est une grosse force, même à travers l'attraction. Aujourd'hui, je pense que c'est l'un des éléments les plus importants à travailler, son image de marque, son attraction, parce que ça va vous permettre de générer, entre guillemets, des prospects en entonnoir, en automatique. C'est plus vous qui allez contacter les prospects, c'est les prospects qui vont venir vers vous. Donc c'est juste incroyable. Et je pense que c'est important de développer vraiment cette partie attraction, cette partie réseaux sociaux, mais sans délaisser l'aspect présentiel, parce que pour moi aujourd'hui l'aspect présentiel, c'est vraiment ce qui va créer des liens sincères, qui va créer des noyaux solides. Et les noyaux, pour moi, il n'y a rien de plus puissant, de plus important justement dans une équipe. Donc le côté présentiel, même pour l'aspect déclic, etc., c'est hyper important et surtout à ne pas négliger. C'est clair. D'ailleurs, petite pause, les amis, pour toutes les personnes qui ne suivent pas encore Zachary, on va mettre son Facebook, Insta, TikTok, les amis, dans la description. Let's go le suivre. Encore une fois, c'est pas parce que vous êtes dans un autre marketing de réseau que vous ne pouvez pas suivre Zachary. On n'est pas les amis dans une secte. Dites-vous que vous pouvez aujourd'hui aller chercher des leaderships différents à travers des différentes compagnies. Et croyez-moi que des personnes comme Zachary, c'est des personnes à suivre, surtout c'est des personnes qui sont beaucoup plus avancées en termes de compétences, connaissances à travers du coup cette industrie. Et croyez-moi qu'il y a un creux qui va se créer entre justement ce qu'il a partagé, les leaders aujourd'hui qui suivent les choses qu'il a pu partager, KPI et tout ce qu'on a pu voir en tout cas à la fin de ce podcast. Donc suivez-le les amis, n'hésitez vraiment pas, il y a tous ces liens qui seront dans la description. Du coup, let's go. Et Zachary, en tout cas, merci pour tout le temps qu'on a pu partager en tout cas ensemble à travers ce podcast. Ce fut riche en valeur et au plaisir en tout cas de pouvoir te revoir à travers en tout cas un autre podcast. C'était en tout cas littéralement incroyable et ça fait plaisir de pouvoir avoir des podcasts avec vraiment de la valeur en tout cas. C'était en tout cas super kiffant. Ben, merci beaucoup à toi, Jonathan. Le plaisir est vraiment partagé et c'était vraiment un plaisir de pouvoir partager ce Zoom avec toi et pouvoir partager cette valeur et cette expérience. Let's go. Et au plaisir en tout cas pour une prochaine fois. À la prochaine, merci beaucoup.